Bonjour à tous. Même si on le savait un peu, et même si on s'y attendait aussi un peu, parce que ça avait été suggéré par différents actes et communiqués, maintenant c'est officiel et acté. La majorité gouvernementale sera composée des 3 partis arrivés premiers aux élections générales du 8 septembre dernier. RNI, PAM et Istiqlal formeront la majorité qui sera aux affaires jusqu'en 2026. Et l'annonce en a été faite en grande pompe cette semaine par les chefs des 3 formations dans l'ordre, Aziz Akhannouch, Abdel Tefouebi et Nizar Baraka. Et maintenant, que pourrait-on dire? Eh bien maintenant, il restera à achever la maîtrise de la crise sanitaire et assurer la relance de la machine économique. Il restera aussi à restructurer l'économie en particulier et le pays en général sur la base d'un nouveau modèle de développement. Et il reste aussi à réinstaurer la confiance, très important, la confiance des populations dans la classe politique. Une confiance dont un aperçu a été donné ce 8 septembre par le fort taux de participation enregistré, à un peu plus de 50%. Mais que sera l'opposition avec l'USFP, qui a tout fait pour être de la majorité qui sera finalement dans l'opposition? Que deviendra le PJD? Que fera le PPS? Et comment la majorité se comportera-t-elle avec cette opposition qui semble d'ores et déjà affaiblie? Nous parlerons de tout ça et d'autres choses avec nos invités, donc les invités qui ont accepté de répondre à notre invitation. Abdel Komat, vous êtes doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Ali Halchi, vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université mondiale de police à Casablanca. Messieurs les doyens, merci d'être avec nous. Merci, bonjour, merci. On y va. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, alors, j'aime pas trop le terme histoire parce qu'il est parfois galvaudé, mais le jour où les historiens examineront cette élection de 2021, il me semble qu'ils souligneront quand même pas mal de choses qui se sont passées et qui ont dénoté avec les élections d'avant. Qu'en pensez-vous, Abdel Komat? Effectivement, on peut considérer que c'est un tournant sur différents plans. Tout d'abord, en fait, le taux de participation qui est de 50,35%. Ça dénote d'une participation massive de la population et donc l'intérêt à la chose publique. Ça, c'est un point très, très favorable. À un certain moment, on parlait de désertion de la politique. Moi, je crois que c'est positif que la population s'intéresse à ces échéances électorales. On peut dire également que c'est positif, étant donné, je dirais, la voie de l'évaluation de la chose politique. Aujourd'hui, il est acté que la population évalue et sanctionne positivement ou négativement les résultats de l'action gouvernementale. Et donc ça également, c'est un stimulant pour aujourd'hui la majorité qui aujourd'hui aura le pouvoir, la gouvernance pendant 5 années, qu'ils sachent qu'au bout du tunnel, il va y avoir une véritable évaluation. Et donc, c'est une incitation à répondre aux attentes de la population, à exaucer un peu les mesures et les promesses qui ont été justement faites à l'occasion de la campagne électorale. Et donc, on est vraiment dans le cadre d'un acte, je dirais, politique qui lie la population aux élus et au gouvernement. Et moi, je crois que c'est dans la voie de la consolidation de la démocratie au Maroc. Il faut dire que nous sommes une jeune démocratie, donc qui a commencé à partir des années 60, et la voie de consolidation est un processus. On est passé par des étapes, et aujourd'hui, je crois qu'on est en étape de maturité, aussi bien de la part de la population que de la part des responsables politiques. Et dans ce cadre-là, on peut considérer que c'est un tournant, que avant les élections de 2021, c'est une chose, et certainement après les élections de 2021, ce sera autre chose. Et sur ce plan-là, je crois que c'est une étape historique au niveau de notre pays. Effectivement, donc on peut considérer que c'est une sorte de maturation progressive qui prend du temps. Quand on voit donc cette dernière législature, la sortante, celle de 2016-2021, un RNI qui était plus visible avec ses ministres et donc une population qui a été votée, on peut dire massivement, quand même dépasser 50%, c'est pas mal. L'évaluation, donc ça peut être la sanction, ça peut être la récompense. Donc on maintient un RNI, on enlève les autres et on ramène, je parle de l'électorat, les partis d'opposition. Peut-être que j'ai répondu à une partie, j'ai pris une partie de votre réponse, mais allez-y quand même. Je rejoins d'abord ce que vous avez dit, ce qu'a dit M. le doyen. Effectivement, nous sommes dans le cadre de la consolidation de la démocratie au Maroc aujourd'hui. Comme vous savez, donc, les scrutins électoraux sont là pour déterminer est-ce que la population, l'électorat et les partis politiques qui les représentent s'inscrivent dans cette consolidation de la démocratie par un jeu de l'alternance. Donc nous avions, comme vous venez de dire, un gouvernement sortant où certains ont été conduits encore
c'est-à-dire au gouvernement, je parle du RNI, et d'autres qui ont été donc sanctionnés par l'électorat. Je dirais aussi que l'électorat est devenu, c'est-à-dire le Marocain, on en a parlé une fois, il y a un déterminisme certainement pour certains, mais il y a aussi l'électeur rationnel. Cet électeur rationnel qui veut le changement, qui s'inscrit dans le changement et qui va mesurer la part ou la promesse électorale, le projet électoral des partis politiques à travers sa réponse dans les urnes, comme disait Bourdieu. Donc c'est au niveau des urnes qu'il va traduire son opinion politique et la participation massive, c'est-à-dire plus de 50% est très significative et en même temps le nombre de voix ou de sièges qu'a reporté le premier parti ou les deux autres est très significatif dans le sens où l'électeur a choisi comme un électeur rationnel qui a fait le choix et qui a fait le choix, bien sûr, dans l'attente que les choses soient mises sur le terrain. Et comme on est dans une consolidation, ce sont toujours ces échéances électorales qui vont déterminer est-ce qu'un gouvernement sera conduit ou un parti, ou bien il y aura un autre choix. Très bien. Donc, il y a aussi la rapidité avec laquelle on a remarqué. Donc, on se rappelle en 2011, donc, sous l'ère de la nouvelle Constitution, en 2011, Abdellah Ben Kilan avait mis à peu près 5 semaines ou 6 pour former sa majorité. On se rappelle du fameux blocage donc, de 6-7 mois qui a eu lieu en 2016-2017. Toumani avait été beaucoup plus rapide, mais pas aussi rapide que Aziz Arnouch, qui a quand même constitué sa majorité en 12 jours. Il y a des traditions qui sont en train de s'instaurer quelque part. Le roi qui nomme donc le chef du parti arrivé premier, avec donc l'exception de la Toumani, mais le chef du parti arrivé premier dans les 48 heures. Et là, maintenant, c'est en 12 jours, montre en main, que la majorité a été annoncée. Donc, il y a cette question de rapidité, de clarté aussi du champ politique. Et on continue donc sur le côté inédit, qui se prolonge, donc cette clarté, cette cohérence se prolonge aussi dans les territoires. Il y a eu un communiqué qui a dit ça, donc avec une majorité ramassée, la même majorité, on retrouve dans les grandes villes, dans les régions. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement inédit? Vous avez expliqué d'une certaine manière, mais là, d'un point de vue, si vous voulez, historique, mais d'un point de vue purement politique, on se retrouve quand même avec quelque chose à laquelle on n'avait pas l'habitude. Oui, effectivement. 5-6 partis depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'est ça. En fait, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un scénario qui, je crois, cadrerait avec ce qu'on attendait en termes de cohérence, en termes de synergie. Au lieu qu'il y ait un éclatement du paysage politique, nous avons une certaine centralisation, une certaine concentration qui présage à une certaine entente et à une certaine synergie, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des régions et des villes. Moi, je crois que c'est une bonne chose sur deux plans. Tout d'abord, en termes de la gouvernance, du fait qu'il n'y a que 3 partis, ça présage d'une entente beaucoup plus que s'il y en a 5 ou 6. On a vécu des frictions dans les anciennes majorités où il y avait 5-6 partis. La deuxième chose, c'est ce prolongement, ce déclinement au niveau des régions. Ça, c'est également très important. Il faut rappeler que les dernières assises sur la régionalisation avancée se sont tenues au mois de janvier 2020, je crois, il y a à peu près 2 ans. Et en fait, ce qui a été déclaré, c'est que le vrai démarrage de la régionalisation avancée, de la décentralisation et des concentrations, c'est avec ce mandat des régions. Et le fait qu'aujourd'hui, il y aurait une certaine synergie au niveau des responsabilités gouvernementales et régionales, certainement ça va huiler cette décentralisation et déconcentration. Parce qu'aujourd'hui, il est question à ce que l'État lègue une partie de ses attributions aux régions, à ce que le budget de 10 milliards de dirhams qui devait évoluer progressivement en faveur des régions soit finalement libéré. Et cela est très important que ça coïncide avec, je dirais, cette gouvernance qui est plus ou moins centralisée entre les mains de 3 partis au niveau gouvernement et au niveau des régions et des villes. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Il y a une opposition qui va jouer son rôle, bien évidemment, mais le fait qu'il y ait ce déclinement du central vers le régional, ça présage
d'un passage vers la décentralisation avancée, vers la régionalisation avancée, mais également vers le développement territorial. Et moi, je crois que c'est un des vecteurs au niveau du nouveau modèle de développement, c'est l'équité sur le plan social et sur le plan territorial. Et on ne peut parler d'équité sur le plan territorial qu'en allant vers une certaine prise de décision au niveau régional et bien sûr avec, je dirais, une certaine cohérence, une certaine entente avec le central. Donc, au niveau de la profondeur de la chose, moi je crois que c'est une bonne chose. Il ne s'agit pas d'un monopole, mais il s'agit aujourd'hui d'une certaine, je dirais, en fait, cohésion qui va dans le sens de la performance, dans l'efficacité, tout en gardant aux autres parties leur rôle, parce qu'on a besoin d'une opposition, que ce soit au niveau gouvernemental, parlementaire et au niveau des régions et des villes. Et là, bien sûr, on va en parler certainement tout à l'heure, l'opposition doit également s'organiser parce qu'on a besoin d'alternatives, on a besoin de propositions, je dirais, complémentaires, on a besoin d'évaluation de l'action gouvernementale ou régionale. Et donc, ce binôme entre en fait, une majorité forte et soudée et une opposition peut-être qui devrait trouver un terrain de travailler ensemble, moi je crois que ça va baliser le terrain pour plus d'efficacité et de cohérence. Et effectivement, on avait une législature sortante, on avait une opposition qui était assez ramassée, même si elle n'était pas soudée entre PAM et l'Istiqlal. On va en parler avec vous, Al Harichi, et puis une majorité qui était pléthorique. Là, c'est exactement l'inverse. Alors justement, Al Harichi, si on devait reprendre la nomenclature française, gauche-droite, comment vous pourriez expliquer cet attelage, ce triangle, si vous voulez dire, en termes de gauche, en termes de droite, en termes de conservateurs, progressistes, etc. Comment on peut faire? Parce que, de prime abord, c'est pas tout à fait gagné. Avant de vous répondre sur cette question, j'aimerais ajouter donc sur cette déclinaison qui se fait du plan national sur le plan local, ça s'inscrit parfaitement dans la Constitution, le texte et l'esprit. D'abord, l'article 1er de la Constitution, il dit que l'organisation territoriale du royaume, elle est décentralisée. Il se base sur la décentralisation avec une régionalisation avancée. Très bien. Maintenant, il y a deux volets sur lesquels on peut comprendre pourquoi il y a eu cette alliance autant sur le plan local que sur le plan national. Parce que nous avons d'une part l'article 63 de la Constitution qui détermine la Chambre des conseillers, il ne faut pas l'oublier, la Chambre des conseillers, et les 3/5 de cette Chambre des conseillers, ils émanent, c'est un suffrage universel indirect, ils émanent du collège électoral des régions, des communes, des provinces et des préfectures. Aussi qui a été donc, ces 3/5, pourquoi? Parce que le gouvernement, il a une majorité au niveau de la chambre basse, mais il doit avoir une majorité aussi dans l'autre chambre. Parce qu'une loi ou un projet de loi, quand il va être mis c'est-à-dire sur la table, ce qu'on appelle le postier, c'est-à-dire qui va de la première chambre, enfin la chambre basse à la chambre haute, ou la chambre des représentants à la chambre des conseillers, ou le contraire, il faut avoir une majorité. Donc, quand on a une alliance au niveau des territoires, ça nous permet d'abord d'être sûr qu'au niveau de la deuxième chambre, on a cette alliance aussi, d'autant plus qu'il y a les chambres professionnelles aussi. Attendez, c'est aussi un confort, parce que finalement, quand il y a la première lecture de la Chambre des représentants, elle va à la Chambre des conseillers, elle revient après bien sûr, ça dépend, elle peut aller de la Chambre des conseillers à la Chambre des représentants. C'est la Chambre des représentants qui a le dernier mot, si on peut s'exprimer ainsi. Non, c'est les deux chambres qui ont le dernier mot. Donc, il faut avoir une majorité dans les deux chambres. Et donc, cette alliance au niveau territorial détermine un autre confort donc, au niveau de la deuxième chambre. Aussi, l'article 137 de la Constitution, il dit que les régions et les collectivités locales, donc communes, provinces, elles participent à quoi? Elles participent à l'élaboration de la politique générale de l'État. Donc, en participant à la politique générale de l'État, donc, il vaut mieux avoir une alliance au niveau des régions, des communes et des collectivités territoriales que la même alliance au niveau sur le plan national. Donc, tout cela va dans le sens pour aller à une démocratie participative, parce qu'avec une régionalisation avancée, et il y a même, on parle de subsidiarité dans la Constitution, l'article 140. Bon, pour revenir à votre question sur les clivages, il est vrai qu'au Maroc, nous avions le Wifaq avant et la Koutla. Donc le Wifaq qui était composé des partis de droite, et puis la Koutla qui était plus ou moins représentée par les partis qui émanaient du mouvement national.
ce clivage-là n'était pas un clivage gauche-droite très exprimé, puisqu'au niveau de la Koutla, il y avait aussi donc, le PI Hizb Istiqlal, qui est un parti conservateur, mais il y avait des partis de gauche aussi, l'USFP, le PPS. Les partis du mouvement national. Du mouvement national et de l'OADP, donc les 4 partis. Maintenant, le clivage qui devient, et c'est une bonne chose, on a presque 2 blocs ou 2 pôles, ou un clivage gauche-droite, puisque la gauche aujourd'hui, elle se retrouve effectivement au niveau de l'opposition, et avec l'USFP, avec le PPS, avec la Fédération de gauche, avec le PSU, et au niveau de l'alliance, c'est-à-dire gouvernementale, nous avons des partis de droite ou des partis centre-droite. On peut parler plus de partis de centre-droite, c'est-à-dire le PI, Istiqlal ou le PAM ou le RNI. Donc nous sommes dans ce sens-là. Et c'est un nouveau clivage qui se dessine peut-être pour l'avenir de politique et la vie politique contemporaine du Maroc. Très bien. Alors avant de rentrer dans un peu plus de détails, on peut quand même se faire plaisir. On a 3 dames qui sont à la tête de 3 plus grandes villes du pays, c'est-à-dire Casablanca, Marrakech et Rabat. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Il y en a certainement d'autres ailleurs. Et puis il y a aussi 2 chefs de la majorité sur 3 qui sont eux-mêmes maires. Le chef du gouvernement qui est président du conseil de la ville d'Agadir et Abdeltif Wahbi à Taroudant. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Abdeltif Wahbi? En fait, les femmes... excusez-moi, Comat. Oui, les femmes mères de grandes villes, moi je crois que c'est une bonne chose parce que le Maroc évolue en fait, progressivement dans l'implication de la femme sur le plan économique, sur le plan politique et le fait que cet environnement fait que nous avons aujourd'hui 3 femmes qui vont diriger 3 grandes villes. C'est un signal, c'est un symbole très fort en termes d'implication de la femme. Il faut rappeler que nous avons besoin, bien sûr, de consolider ces efforts. Vous savez que, par exemple, au niveau de le taux d'activité de la femme, qui est aujourd'hui de 21%, on espère, au niveau du nouveau modèle économique, ce qu'il monte à 45% à l'horizon 2035. C'est une révolution. Les partis politiques, également, ils ont prévu, ils étaient plus prudents et, en fait, la majorité prévoit un taux autour de 30% à l'horizon 2026. Donc, il y a en fait cette volonté, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, à ce que la femme occupe de hautes responsabilités. Cela, bien sûr, est une chose, je dirais, très favorable parce qu'on ne peut pas faire évoluer un pays alors que peut-être 50% de sa population, qui sont les femmes, ne sont pas, je dirais, entre guillemets, utilisées avec tout leur potentiel. Les femmes ont beaucoup de potentiel. Nous le vivons au niveau de l'université. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de l'université, pratiquement la moitié de la population sont des femmes. Et au niveau des majors, au niveau de l'excellence, c'est pratiquement les 3/4 qui sont des femmes. Les majors des différentes promotions sont des conclusions. Et donc, ça présage qu'il y a un potentiel, qu'il y a de la compétence. Ce qu'il faudrait, c'est que l'environnement soit favorable à ce que la femme soit davantage impliquée sur le plan aussi bien politique qu'économique. En ce qui concerne le deuxième point, à savoir des secrétaires généraux de partis politiques qui occupent des postes de responsabilité au niveau de leur fief, au niveau de leur ville, moi je crois que c'est une bonne chose dans la mesure où ces responsables politiques pourraient, et je crois qu'ils sont conscients de la chose, concilier entre leurs grandes responsabilités, notamment le chef de gouvernement, bien sûr de gérer un gouvernement, mais en même temps de s'occuper d'une ville, en l'occurrence Agadir. Mais je crois que c'est un symbole très important parce qu'il faut le rappeler. Sa Majesté a appelé dans un discours à ce que Agadir soit hissé à un niveau de position centrale de notre pays. Il soit le tampon entre le nord et le sud, qu'il soit le trajectoire vers l'ouverture sur l'Afrique. Et donc cela certainement requiert des compétences, je dirais, de haut niveau pour justement permettre à la ville d'Agadir de se hisser à ce niveau-là. Bon, maintenant, c'est le chef de gouvernement, avec toute sa compétence, avec tout son background, sa connaissance un peu de la région, ça peut être une bonne chose, mais bien évidemment, certainement, Sernoch a beaucoup réfléchi à la chose parce qu'il s'agit de concilier 2 grandes responsabilités. En ce qui concerne Taroudant également, c'est une ville qui a beaucoup de potentiel sur le plan agricole, sur le plan touristique.
touristique. Peut-être qu'il y a énormément à faire là également. Ça, c'est un choix. C'est les chefs de parti, en l'occurrence, certainement, ils ont bien étudié la chose. Ils vont apporter à leur ville ce qu'ils peuvent, parce que c'est des villes qui méritent justement à être hissées à un niveau plus élevé, d'autant plus que toutes les deux, ils se situent au centre aujourd'hui du Maroc, à savoir la ville de Taroudant et la ville d'Agadir. Alors il y a une double symbolique dans cette affaire, Ali El-Harichi, des dames donc à la tête de grandes villes. Pour Fatima Zahra Mansouri à Marrakech, elle a déjà été présidente du conseil de la ville, maire, bon, même si ce n'est pas le terme officiel, de 2009 à 2015, si ma mémoire ne me trahit pas. Et pour les autres, c'est véritablement inédit. Et puis il y a la symbolique aussi dont parlait Abdeltif Komad, d'avoir le chef du gouvernement à la tête de la ville de Agadir. C'est quand même une symbolique quelque part. C'est une symbolique. Là, je rejoins aussi donc c'est Abdeltif. Effectivement, Agadir, dans le discours de Sa Majesté, il avait dit qu'Agadir est le centre du Maroc. Donc cette région-là, et maintenant qu'il fallait développer. Donc c'était le programme Green 2020-21, si vous vous rappelez du discours d'il y a l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Avant la pandémie. Juste avant la pandémie. Avant la pandémie. Maintenant, nous avons un chef de gouvernement et qui prend aussi la responsabilité donc, du président du conseil donc, de la ville d'Agadir. C'est tant mieux. C'est le centre du Maroc, donc il faut développer ce centre sur tous les plans. Sur le plan touristique, sur le plan d'infrastructure, sur le plan agricole, et sur tous les plans. Donc c'est une bonne occasion pour que cela puisse effectivement inscrire, ou on verra, je pense que la responsabilité du chef de gouvernement ne va pas bloquer le président de la, enfin pas le président de la région, mais le président du conseil donc de la mairie d'Agadir, de faire un bon travail dans ce sens. Pour ce qui est des femmes, et ça c'est très important, je reviens toujours moi à la Constitution et à la loi fondamentale. La loi fondamentale, dans son article 19, il a consacré la parité entre l'homme et la femme. Et il dit donc dans le dernier alinéa, l'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Donc si on consolide la démocratie, la première des choses qu'on doit consolider, ce sont les libertés et les droits fondamentaux. Et ça, c'est l'un des premiers droits. Ça pourrait augurer de beaucoup de bonnes choses pour le futur gouvernement en termes de parité. J'espère que le gouvernement va essayer d'avoir une parité entre les femmes et les hommes. Bien sûr, les parités, ça veut dire que tout le monde doit être compétent, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes. Donc 3 mairies maintenant qui ont à leur tête des femmes, c'est une très bonne chose. Et j'aurais espéré qu'on aurait eu plus de femmes au niveau du Parlement. On est à 24%, on était à 21%, on est monté à 24%, avec une liste, c'est-à-dire qui repose sur la discrimination positive, mais on n'a eu que 6 femmes qui ont été élues directement. Alors c'est au rôle des partis. Il fallait que les partis mettent les femmes sur la tête de liste, comme ça on aurait eu plus de représentativité au niveau aussi de la Chambre des représentants. Finalement, c'est une décision qui vient par le haut, parce qu'on a vu le communiqué qui avait été publié par les 3 partis de la majorité qui disent qu'il y a une discipline à maintenir. Donc ça a été une décision qui a été décidée. Quand on voit la composition des conseils communaux, on voit que ce sont toujours la même troïka qui revient, peut-être parfois une fois ou deux, l'USFP, une fois ou deux, l'UC ou le PPS, mais en général, donc c'est une décision qui vient du haut. Ça pourrait peut-être préjuger de certaines choses agréables qui pourraient arriver pour le gouvernement rapidement. Le trio personnel, Nizar Baraka, Ouhebi, Akhnouch, ça devrait tenir. C'est la réelle politique. La campagne était quand même assez dure. Rapidement. Effectivement, la campagne, c'est une chose, mais je crois que ce sont des personnalités d'un certain niveau qui sont en mesure, bien sûr, de faire la part des choses. Aujourd'hui, la page est tournée de la période des élections. On passe à l'action, donc la coalition est constituée. Ce sont des personnalités qui sont caractérisées par de la réelle politique, ce sont des pragmatiques qui ont accompagné justement l'élaboration du nouveau modèle de développement, parce qu'il faut le rappeler, les partis politiques étaient partie prenante. La Commission a beaucoup travaillé avec les partis politiques, il a recensé un peu leur vision des choses, et donc ils considèrent c'est leur projet, comme c'est le projet de tous les Marocains. Et puis, moi, je crois qu'ils sont caractérisés par un certain pragmatisme et ils sont, je dirais, conscients de la gravité, entre guillemets, de l'étape, parce que nous sommes dans un tournant, il y a beaucoup d'attentes, il y a un environnement
économique qui est difficile, un environnement social qui présente un certain nombre d'enjeux, un environnement international qui n'est pas toujours favorable. Et donc, bien sûr, il faut laisser de côté les égos. Et je crois qu'ils sont à un niveau de maturité, de conscience de l'enjeu de l'État, qu'ils vont pouvoir certainement développer un trio solidaire, cohérent, efficace, et qui va mettre le Maroc, dans le cadre de cette coalition, sur une voie positive. Donc avant de passer véritablement au vif du sujet économique, plan de développement, je voudrais vous faire réagir, Ali Harichi, aussi sur cette troïka qui aurait pu être improbable. Mais on va prendre quand même quelques instants de pause et on se retrouve dans quelques minutes ou quelques secondes. Rebonjour et départ pour la deuxième partie du débrief. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Et on parle donc de l'annonce de la formation, de l'annonce de la majorité qui a été donc présentée par le chef du gouvernement désigné Aziz Akhnouch en cours de semaine avec le PAM et avec l'Istiqlal. Nous en parlions avec les deux doyens, Ali Harichi de Mondiapolis et Abdeltif Komat de Casablanca, la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Juste avant la pause, Ali Harichi, vous vouliez réagir sur la combinaison ou l'attelage, on va dire, des trois personnes. Avec Abdeltif Komat, on parlait d'une campagne un peu musclée, mais bon, ben là, maintenant, voilà, on les voit à l'écran, c'est les accolades, c'est les embrassades. On dirait l'alliance des trois partis. Oui. Il y a le moment, il y a le pragmatisme. Trois partis, trois personnes aussi. Oui, bien sûr. Il y a le pragmatisme dans la politique, c'est-à-dire arriver à la vérité. Il faut arriver à la vérité. Et la deuxième des choses, au-delà du pragmatisme, il y a un moment préélectoral et un moment post-électoral. Et il y a l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, on peut prendre les exemples sur d'autres pays. Aux États-Unis, Barack Obama, Hillary Clinton, dans les primaires donc, des démocrates en 2008, il y avait tellement de joutes verbales entre eux. Et puis, dès que les démocrates ont désigné Barack Obama, il s'est aligné sur la décision. Il a été même ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire secrétaire d'État. La même chose, on ne pouvait pas imaginer Jacques Chirac devenir Premier ministre de Mitterrand dans un clivage gauche-droite qui était vraiment bien exprimé, ou Lionel Jospin devenir Premier ministre de Jacques Chirac. Ils ne s'entendaient pas très bien. Et c'est ce qu'on appelait... Chirac, à la fin avec Mitterrand, ils sont devenus amis, mais au départ, c'était ce qu'on appelait la cohabitation, c'est pour l'intérêt de l'État. Aujourd'hui, ces trois partis ont été désignés par les Marocains comme les trois premiers. Et ils sont des partis qui sont proches. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des partis de centre-droite. Et il y a aussi un nouveau modèle de développement sur lequel il faut travailler. L'objectif, c'est atteindre ce nouveau modèle de développement. Et ils n'ont qu'à se mettre à l'œuvre et répondre aux attentes des citoyens tels qu'ils l'ont promu dans leur projet électoral. Alors, on arrive à ce modèle de développement, Abdeltif Komat, mais avant d'arriver, alors le modèle de développement, il est là, mais avant, il faut faire déjà converger. C'est ce que a dit Aziz Akhnouch dès qu'il a été nommé par Sa Majesté, la convergence des programmes. Donc, les programmes, vous les connaissez, vous les avez vus, on les a tous vus. Est-ce qu'il y a moyen de les faire converger d'une manière utile et d'une manière efficace? Pas Istiqlal et Reni. Oui, moi, je crois que c'est un contexte favorable à cette consolidation, pour différentes raisons. Bon, tout d'abord, bien sûr, il y a le référentiel des partis. Il faut le dire, aujourd'hui, l'aspect idéologique, il est relégué en deuxième position. On est sur le pragmatisme, on est à des réponses à des questions de grande actualité, notamment, bien sûr, la question sociale et la question économique. Et cette combinaison entre l'économique et le social, il figure plus ou moins d'une manière rapprochée au niveau des programmes des trois partis politiques. Pratiquement aujourd'hui, même, je dirais, des partis comme le RNI, qui a cette image d'être plutôt libéral, plutôt orienté économique, d'ailleurs au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement, il avait pratiquement les portefeuilles économiques, alors que les portefeuilles sociaux étaient entre les mains du PJD. Au niveau de son programme, pratiquement la dominante, c'est le social. Sur les 5 chapitres, 4 chapitres consacrés au social. Donc, ce qui fait que cette combinaison socio-économique, et j'insiste sur socio-économique, parce qu'on ne peut pas parler que de l'économique à outrance, on serait dans l'ultralibéralisme, ce n'est plus le cas, même au niveau mondial. On ne peut parler du social, je dirais, d'une manière exclusive, parce que le social, il faut le financer. Et comment on le finance, c'est par de l'économique. Et donc, l'idéal, c'est d'aller vers une combinaison optimale de l'économique et du social. Et c'est pratiquement l'ossature des programmes des trois partis politiques. Donc ça, au niveau, bien sûr, des grandes lignes. Bien sûr, il y a
il y a quelques différences au niveau de l'approche, au niveau des chiffres. Par exemple, le taux de croissance, le Parti tricyclal parle de 4%, le PAM de 6%. Au niveau de la création de l'emploi, le RINI parle d'1 million de postes créés à l'horizon 2026. Le PAM parle de 820 000. Donc, c'est des petites différences de chiffres. Mais au niveau de l'ossature, il s'agit de lutter contre la pauvreté. Chacun l'aborde à sa manière. Par exemple, le RINI parle de verser 400 000 personnes vers la classe moyenne. Également, c'est un sujet très important. D'autres partis parlent de la lutte contre la pauvreté. Et le fait de parler de la lutte contre la pauvreté, c'est carrément de glisser les personnes vers la classe moyenne. Donc finalement, peut-être le discours ou le langage diffère un peu d'un parti à un autre, mais au niveau des objectifs, ils sont les mêmes. Ça, c'est au niveau des programmes. Mais il faut dire qu'au-delà du programme, il y a en fait un climat qui est favorable à cette entente parce qu'il y a des référentiels qui les unissent, notamment le nouveau modèle de développement. D'ailleurs, au niveau des programmes, une bonne partie se réfère à des chiffres et à des orientations du nouveau modèle. Il y en a même qui déclarent qu'ils adoptent, ils le déclarent au niveau de leur programme, le nouveau modèle économique comme référence. Ça, c'est un point de convergence. Le deuxième point de convergence très important, c'est que cette dynamique est encadrée par un certain nombre de mesures royales qui réunissent les partis politiques, notamment les réformes. Oui. La généralisation de la couverture sociale, c'est un projet royal, mais aujourd'hui, pratiquement tous les partis y adhèrent. Donc, ça ne peut pas être une source de divergence entre les partis politiques. Nous avons un fonds d'investissement stratégique, donc, qui est lancé avec 120 milliards de dirhams. Et les priorités de ce fonds d'investissement stratégique, ils sont connues. C'est la restructuration de l'industrie, c'est l'agriculture, c'est le tourisme, c'est l'infrastructure, c'est l'innovation. Et donc, pratiquement, ces projets, on les retrouve dans les programmes des partis politiques. Donc, moi, je dirais que, aussi bien sur un plan, je dirais, de référentiel en termes de ligne de conduite de ces partis politiques qui sont, comme l'a dit Ali, en fait, ils sont aujourd'hui des libéraux centraux, donc on n'est pas dans l'extrême droite, on n'est pas dans l'extrême gauche, le gap se rapproche. Donc ça, c'est le référentiel des partis. Mais également, il y a le pragmatisme, il y a, je dirais, ces enjeux, ces projets qui sont notamment initiés par Sa Majesté. Et le troisième volet qui les réunit, c'est la sortie de la crise économique. C'est la sortie de la crise économique. Il y a des initiatives qui ont été prises avec le fonds Covid, avec tout ce qui a été déployé comme effort pour soutenir notamment la dotation des PME et des grandes entreprises aux moyens de financement. Donc, à travers le crédit d'Aman, Oxygène, toute l'implication de la Banque al Maghreb, du système financier. Et donc, tout cela, il va falloir le continuer. Et donc, il y a unanimité à ce qu'on aborde cette crise plus ou moins de la même manière. Parce que nous avons un certain nombre de secteurs qui s'en sortent relativement bien, qui sont en train de s'en sortir, notamment en termes d'exportation, par exemple l'industrie automobile, les industries électroniques, l'agriculture, bien sûr, qui dénote d'un potentiel énorme qui a besoin d'être soutenu, mais il y en a d'autres qui sont en difficulté, notamment le secteur tourisme, le secteur de transport. Moi, je crois que ces deux plans, aussi bien un plan, je dirais, de référentiel basé sur la dimension socio-économique, comme référence, je dirais, pour ne pas parler d'idéologie, mais de positionnement. C'est un positionnement socio-économique. Et puis également, il y a le pragmatique, mais il y a la réalité du terrain qui est encadrée tout d'abord par des projets de grande haleine qui sont royaux, qu'il va falloir continuer, et puis par une situation économique qui dénote une nécessité de poursuivre le soutien, l'encadrement, de manière à préserver les emplois, de manière à soutenir les PME, de manière à encourager l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat social, à développer la régionalisation avancée, etc. Et moi, je crois qu'on n'aura pas du mal, ou la coalition n'aura pas du mal à converger, bien que le chef de gouvernement a cité au début que c'est la référence, mais je ne crois pas qu'il y aura un problème de rapprocher les trois programmes pour en sortir un programme commun. Alors, avant d'en arriver avec vous sur le modèle de développement, Abdeltef Komat, vous dites qu'il y a 3 points de convergence des partis de la majorité, le nouveau modèle de développement, le cadrage royal sur les grandes réformes et la sortie de crise.
Or, Aziz Akhannouch, quand il a présenté sa majorité, a eu un mot qui est assez quand même étrange pour un chef de gouvernement. Il faut une opposition solide. Il avait dit ça. Donc, comment vous voyez une opposition pouvoir s'opposer à un gouvernement donc homogène, majorité homogène, convergente avec les trois points qu'on vient de citer. Alors, on sait comment elle est, cette opposition. C'est un PPS qui a été dopé par les résultats, mais qui reste toujours faible. Une USFP qui voulait y être, mais qui n'y sera pas finalement. Le MP et l'UC qui ne sont pas véritablement habitués à être dans l'opposition. L'impression que ça va être un peu dispersé, que le gouvernement aura une autoroute devant lui pour faire ce qu'il a à faire. Bon. Il faut dire que dans la vie politique ou dans l'équilibre politique, il faut avoir une majorité et une opposition. Une opposition, il ne peut qu'apporter de la bonne, on va dire, de la bonne énergie à la majorité. Aujourd'hui, l'opposition, vous citez donc quelques partis de gauche, d'autres partis qui étaient toujours dans la majorité. L'article 10, on en a parlé une fois, c'est l'article 10 de la Constitution. Il donne des attributions, des prérogatives très importantes à l'opposition, dont celui de la présidence de la commission législative. Ça, c'est très important. Autre chose, le nouveau modèle de développement... Alors, c'est quoi déjà la commission législative? Elle sert à quoi? La commission qui examine tous les textes législatifs. Donc tous les textes qui arrivent de l'exécutif sont examinés par cette commission. Et dans le cas d'une initiative législative du Parlement, c'est aussi cette commission. Et la présidence, la présidente de cette commission, c'est l'opposition qui l'assure. D'autant plus que le nouveau modèle de développement, c'est un objectif pour et la majorité et l'opposition. Parce que c'est l'objectif pour tous les Marocains, c'est d'arriver à réaliser ce nouveau modèle de développement, qu'on soit à la majorité ou qu'on soit à l'opposition. Donc l'opposition, il va faire sa veille sur tout ce qui se passe, c'est-à-dire les projets de loi, et il va inciter ou initier, il a tellement d'attributions pour pouvoir orienter parfois la majorité dans le sens où il aura des remarques pour que cette majorité s'inscrive réellement dans la réussite du nouveau modèle de développement. Parce que finalement, ce qu'a dit ça, effectivement, il faut arriver à ce nouveau modèle de développement et les trois parties, dans un sens, les trois projets de partis se ressemblent. Et que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, et puis il y a les grands chantiers. Donc là, la sécurité sociale, les grands chantiers qui ont été, donc qui émanent de la volonté royale et qui ont été dans des discours royaux. Et ces grands chantiers, grands projets, ils sont déjà en marche. Donc il faut que la majorité fasse son travail et l'opposition soit le guide, soit le thermomètre, soit pour pouvoir arriver à des objectifs, on va dire, d'un nouveau modèle de développement, parce que les Marocains sont en attente. Et nous sommes aussi dans une crise économique de Parlement, certainement, mais la pandémie, elle a aussi affaibli donc, l'économie du Maroc. Et c'est le moment de sortir de cette crise par la majorité, bien sûr, leur projet, et par l'opposition pour faire son travail. Alors, le modèle de développement, on en a parlé beaucoup. On y arrive. Alors, le modèle on revient un peu à la Troïka, ce que j'appelle la Troïka. Nous avons un Aziz Akhannouch qui est ministre depuis 14 ans de l'agriculture, donc il connaît parfaitement le monde rural. Et on a vu d'ailleurs les résultats dans le monde rural du RNI. On a Nizar Baraka qui a été ministre des Affaires générales et ministre des Finances et qui a été aussi et surtout président du Conseil économique, social et environnemental. Donc il connaît la réalité économique et sociale et environnementale forcément du pays. Et nous avons Abdeltif Fouhébi qui, lui, n'a pas eu de fonction ministérielle, mais qui est à la tête d'un parti qu'on a présenté aussi comme un parti de la ruralité, un parti des zones rurales. Donc c'est quand même une ossature assez solide. Très bien. Comment implémenter ce modèle de développement? C'est très bien d'en parler. Il y a des grandes actions, il y a un pacte national du développement qui devra être signé devant Sa Majesté. Concrètement, Abdeltif Komat, d'un point de vue économique qui intéresse tout le monde, comment mettre ce modèle de développement en place pour qu'il donne les résultats escomptés? Alors en fait, ce nouveau modèle de développement requiert un certain nombre de démarches. Parce qu'il faut le dire, il est ambitieux. Il est très ambitieux. À l'horizon 2035, il s'agit pratiquement au minimum
doubler un certain nombre d'indicateurs. Lorsque je dis doubler, c'est doubler le revenu national par tête, c'est doubler, on a parlé tout à l'heure du taux d'activité de la femme, c'est augmenter d'une manière substantielle la consistance de l'industrie marocaine en termes d'intégration dans les chaînes de valeur mondiale, en termes de création de valeur ajoutée, de faire évoluer de plusieurs fois l'indice de développement humain au Maroc. Donc il est ambitieux. Maintenant, comment l'activer? Moi, je crois qu'au niveau même du nouveau modèle de développement, en fait, il est prévu un certain nombre d'étapes, parce qu'il ne s'agit pas d'atteindre la vitesse de croisière du jour au lendemain. Un taux de croissance de 6-7%, ce n'est pas demain. Donc, il est prévu à l'horizon 2025-26. Mais ce qui est attendu de ce gouvernement, c'est tout d'abord de parachever la superstructure. La superstructure pour justement préparer le terrain davantage pour la concrétisation d'un certain nombre d'objectifs. Lorsque je parle de la superstructure, c'est notamment les réformes. Bien sûr, la réforme de la généralisation de la couverture sociale, la réforme des établissements et entreprises publiques, la réforme du système fiscal. Donc, il y a un certain nombre de réformes qui sont l'ossature. Il y a la charte d'investissement, il y a la régionalisation avancée qui devrait être parachevée. Parce que, en fait, ces dynamiques requièrent un environnement favorable. La deuxième chose, c'est qu'il faut davantage de convergence en termes de politique publique. Parce qu'on a, à un certain moment, souffert d'un certain cloisonnement. On avait des plans sectoriels, mais ce que faisait défaut, c'est peut-être l'interaction entre ces politiques sectorielles. Et là, moi, je crois le fait qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui devrait être plus cohérent, il y aurait plus de synergie, il y aura certainement des pôles. Donc, on devrait justement aller vers plus de synergie, d'autant plus, on l'a dit tout à l'heure, cette déclinaison de la majorité du central vers le local également va faciliter justement cette transposition de la politique publique du national vers le régional. C'est très important parce que l'avenir du Maroc se passe au niveau des régions, parce que ce sont les régions qui sont en mesure aujourd'hui d'assurer ce qu'on appelait tout à l'heure l'équité territoriale, sociale, créer des emplois parce que les niches d'emploi, c'est au niveau de l'entrepreneuriat social, au niveau des emplois de proximité, et donc au niveau agriculture, par exemple. Sa Majesté a évoqué le potentiel qui est de plus de 36 milliards de dirhams au niveau de l'agriculture, avec la valorisation d'1 milliard d'hectares de terres sous la liate, il y a un potentiel énorme qui ne peut se faire que si on décline cette politique au niveau régional. Donc vous militez, c'est une manière de parler, pour un gouvernement avec des grands pôles. C'est-à-dire un gouvernement qui ne sera pas un gouvernement pléthorique, mais un gouvernement qui regroupe les grands pôles, l'économie, l'entreprise, le rural, la jeunesse, ou plutôt le social. Peut-être que ça assurerait plus de transversalité ou plus d'homogénéité dans l'action des politiques publiques. Alors, en fait, moi, je ne crois pas à ce cloisonnement de pôles, parce qu'il y a toujours des synergies entre l'économique, entre le social, entre la justice. Ce qu'il faudrait, c'est de l'entente, c'est de la cohérence. Que ce soit un pôle partagé entre deux parties, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'on ait une vision partagée, qu'il devrait y avoir des interactions, parce que c'est très important. Sinon, il y a des pertes d'énergie, et il y a des pertes de moyens si on évolue par blocs séparés. Donc ça, c'est très important, pour justement la mise en œuvre, cette convergence, d'autant plus que nous avons besoin d'optimiser nos ressources, nos moyens. Peut-être on va en parler tout à l'heure, lorsqu'on évoquera peut-être la loi de finances. Nous avons un certain nombre d'ambitions, mais nous avons des moyens limités. Et puis, il y a la question du financement de ce nouveau modèle de développement qui requiert un certain nombre d'actions, notamment soit générer des ressources supplémentaires à travers, bien sûr, la fiscalité, mais il faut deux conditions. Tout d'abord, il faut une dynamique économique, parce que la fiscalité, il ne faut pas trop de fiscalité, parce que trop de fiscalité tue la fiscalité. Ce qu'il faudrait, c'est une dynamique économique qui peut émerger des ressources supplémentaires. Et puis, il faut plus d'équité fiscale. Donc, on sait qu'il y a des niches qui sont épargnées de ces prélèvements. Donc, ça, c'est très, très important. Alors, tout cela ne saurait se faire dans les médias. Donc, tout cela, c'est de longue haleine. Maintenant, bien sûr, il faut dire que la mise en place de ce nouveau modèle de développement
coïncide avec une condition ou un contexte relativement difficile, notamment sur le plan économique. Parce qu'il faut dire que le Maroc a toujours préservé ses équilibres fondamentaux, notamment le taux d'endettement, le déficit du budget, etc. Et nous sommes pratiquement à la marge de ce qui permet la marge de manœuvre de l'État sur ce plan-là. Nous sommes à un budget déficitaire de 7%, nous sommes à un taux d'endettement qui dépasse les 90%. Donc même au niveau d'aller chercher des financements supplémentaires, soit en interne, soit en externe, ce n'est pas évident. Et donc c'est pour cela que tout cela suppose une action commune très profonde qui touche les structures, qui touche les réformes, etc. Et le troisième volet, à part bien sûr cette dimension superstructure, il va falloir qu'on commence à réaliser une partie ascendante des indicateurs. Parce que s'il s'agit d'atteindre ces indicateurs que j'ai évoqués tout à l'heure en termes de PNB, en termes de taux d'activité de la femme, en termes de valeur ajoutée, ce n'est pas en 2026 qu'on va commencer à voir nos indicateurs. Il va falloir dès maintenant, c'est-à-dire à court terme, on sait que par exemple au niveau de 2022, la loi de finances parle que de 3,2%, mais après il va falloir qu'on passe à 4-5%. Il y a eu l'incertitude aussi de la sortie de crise, donc on va revenir sur la loi de finances. Allez, Harichi, on va sortir un peu de l'économie, on va la politique et ce que nous a un peu laissé l'ancienne mandature. Donc, avec un PJD qui est laminé, qui s'est effondré, qui passe de 120 à 12 ou 13. Et donc, le secrétariat général a démissionné, le secrétaire général a démissionné, le Conseil national s'est tenu la semaine dernière, entériné donc la démission de tout le monde et convoqué un congrès général électif, donc anticipé de quelques mois, parce qu'il devait se tenir de toute manière en décembre. Là, il va se tenir à fin octobre pour décider, pour élire une nouvelle direction. Qu'est-ce qui va devenir de ce parti, d'après vous ? En fait, le PJD est arrivé dans un moment en 2011 où c'était un contexte du printemps arabe. Et les attentes des citoyens par rapport à ceux qui ont élu ce parti-là n'ont pas été sincèrement récompensées, ou les revendications n'ont pas eu de réponse de la part, puisque ce parti est resté pendant 10 ans, que ce soit sur le niveau local ou sur le niveau national. Aujourd'hui, ce parti-là, il s'inscrit aussi dans un contexte général et un contexte, on va dire, régional, puisque ce parti-là, il n'a pas d'abord l'exclusivité de la religion, de l'islam, puisque l'État marocain, dans la Constitution, encore une fois, l'article 3, il définit que l'islam est la religion de l'État qui garantit les libertés du culte. L'article 41, il parle que le roi Amir al-Mu'minin, il est président du Conseil des supérieurs des ulama. De toute manière, c'est interdit de faire de la religion en politique. Donc, ce parti-là, l'électorat, d'abord, ils n'ont pas l'exclusivité de la religion, et l'électorat qui ont cru en leurs promesses ont été, on va dire, déçus, puisqu'ils n'ont pas voté pour eux. Donc, alors, les chiffres sont... rapidement, il vous reste une minute. Oui. Comment vous voyez les choses alors, pour eux ? Ce parti-là, il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés à ce parti parce qu'ils étaient en attente de certaines réponses, ou bien parce qu'ils étaient, on va dire, pas seulement en attente, mais ils croyaient que ce parti était vraiment propre et tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais qu'il avait les mains propres, puisque c'est ce qu'ils disaient eux. Mais ça ne répond pas aux doléances des Marocains. Donc, beaucoup de gens qui ont emprunté la voie du PJD vont s'écarter du PJD. Donc le PJD va revenir à son noyau dur, à son petit noyau. Il va peut-être reconstruire, la vie politique, il est cyclique, mais ça prendra beaucoup de temps, à mon sens. Et beaucoup de gens qui ont cru que ce parti était toujours gagnant, même au niveau de ces élections. Aujourd'hui, on a vu, même dans la composition de certaines mairies ou de certains conseils de préfectoraux, ils ont voté pour d'autres partis. Donc ils ont commencé à... En fait, ils sont revenus à leur score de 1997, une dizaine de voix parlementaires. Des élus du PJD qui ont voté pour d'autres partis, c'est-à-dire qu'ils sont à la majorité aujourd'hui. Ça veut dire le gagnant, il n'est plus gagnant, donc... on ne s'identifie plus à lui. On en reparlera à début novembre, c'est-à-dire le premier débrief, après le congrès qu'ils vont avoir donc à fin octobre. Dernière question pour vous, Abdeltif Komat, excusez-moi, on en parlait, les mesures, les premières mesures, les 100 premiers jours, comme on dit habituellement, ça va commencer par une loi de finances qui nous a aussi, et c'est au niveau de la note de cadrage par l'ancienne mandature, celle de la sortante, qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui devrait normalement être décidé en premier par ce nouveau gouvernement, selon vous en tant que la loi
loi de finances, je crois, au niveau du cadrage, il s'inscrit parfaitement dans, en fait, c'est ce qui est envisagé, notamment au niveau des programmes de ces partis politiques qui sont aujourd'hui en majorité. Bien sûr, c'est la sortie de la crise économique, c'est la poursuite de la généralisation de la couverture sociale, c'est justement de renforcer toute la politique envers le capital humain, à savoir éducation, santé, etc. Et puis, c'est la réforme des établissements et entreprises publiques. C'est les 4 piliers de la loi de finances et qui cadrent parfaitement avec les programmes des 3 partis politiques. Il faut dire également que ce qui est envisagé déjà, en termes de budget, c'est carrément un budget alloué à la généralisation de la maladie, à l'AMO, avec les 8,5 milliards de dirhams. C'est déjà acté au niveau du projet de la loi de finances. C'est un budget supplémentaire de 1,8 milliard de dirhams pour la santé et l'éducation. C'est 400 milliards de dirhams. Pour la santé et l'éducation chacun ou pour les deux? Les deux. Pour les deux. Et puis les 400 millions de dirhams pour l'infrastructure, etc. C'est-à-dire qu'on retrouve, je dirais, les priorités qui sont aujourd'hui partagées, qui peut-être bénéficient de budget parfois peut-être en deçà des attentes, notamment éducation et santé, les deux, avec un budget supplémentaire de 1,8, peut-être c'est pas suffisant. Maintenant, la marge de manœuvre du nouveau gouvernement, pendant ces 3 mois de négociation, on fait d'études de la loi de finances, peut-être de réallouer parce que ce n'est pas évident d'avoir des ressources supplémentaires. On l'a dit tout à l'heure, la marge de manœuvre est limitée parce que l'endettement est pratiquement saturé. Est-ce qu'on va aller vers peut-être un excédent de déficit budgétaire pour financer une croissance plus importante? Là également, ce n'est pas toujours prôné. Le Maroc est un pays qui est à cheval sur la préservation des équilibres macroéconomiques. Mais en tout cas, moi je crois qu'on sera dans la continuité au niveau de cette étape transitoire et que la véritable action gouvernementale, peut-être on la verra après avoir pris les rênes, en fait, la responsabilité au niveau du gouvernement. Merci, Monsieur le Doyen. Le gouvernement à venir aura du pain sur la planche. On en parlera avec plus de précision très certainement la semaine prochaine, quand on connaîtra la structure de ce gouvernement et les profils de celles et ceux qui vont le composer. Merci à vous, à la semaine prochaine.